quelques personnes qui m'intéressent, mais dans l'immense majorité de la France insoumise, le personnel politique de ce parti a embrassé les pires thèses islamo-gauchistes contemporaines, dans une espèce de, comment dirais-je, de déni du réel, qui confine à une forme de folie intellectuelle. Ce sont des gens qui ne voient pas ce qui se passe. Nous avons eu des dizaines d'attentats sur notre sol, nous avons près de 300 personnes qui ont été tuées par l'islam politique. Ces gens ont toujours un mal fou à admettre que c'est l'islam politique qui a tué. Donc c'est silence radio. Paul Melun, bonjour. Bonjour. Alors pour les plus fidèles de CNews et de Boulevard Voltaire, votre visage est connu, autant de vos analyses. Je rappelle que vous êtes chroniqueur, essayiste, vous avez participé à différentes organisations politiques, vous intervenez dans différents médias et vous avez même été conseiller politique. Alors vous êtes né à Bordeaux en 1994, vous avez grandi en Gironde, c'est là que s'est forgé votre histoire d'enfant du peuple, comme vous l'écrivez. Et plus tard, vous serez même président de l'UNEF à Bordeaux. Aujourd'hui, vous dites être en rupture avec cette gauche. Et c'est vrai qu'en lisant votre livre, Paul Melun, j'ai eu l'impression, notamment dans les premières pages, qu'au-delà de la rupture, d'être face à un livre d'Éric Zemmour ou de Nicolas Dupont-Aignan. En fait, Paul Melun, c'est déjà différent. Vous êtes de droite. Ah oui, voilà, directement, vous commencez notre entretien en me provoquant. Non, alors écoutez, précisément, j'ai souhaité appeler ce livre « Libérer la gauche » parce que c'est pas un livre contre la gauche, c'est un livre pour la gauche. C'est un livre où je m'adonne à une forme de généalogie de ce que fut la gauche à compter de ses débuts, à compter du 19e siècle. J'en fais une analyse d'abord conceptuelle, théorique. J'essaie de revenir à ce qui fait la France, à ce qui fait la gauche, pardonnez-moi, et le lapsus est intéressant pour y revenir, à ce qui fait la gauche dans son aspect le plus théorique, le plus conceptuel, dès le 19e siècle. Je parle de Jaurès, je reprends des textes de Jaurès, je parle de socialisme municipal, je parle de Fourier, de Cabot, de Dormoy, etc. Et j'essaie de remonter la bobine de l'histoire jusqu'à aujourd'hui, pour essayer de comprendre, via cette historique, via cette généalogie, comment a-t-on pu en arriver là, et en quoi est-ce que finalement la gauche est devenue une notion que je qualifierais de mouvante à travers les décennies, puisqu'aujourd'hui, lorsque vous regardez les totems de la gauche contemporaine, ils sont bien éloignés des totems de la gauche de la fin du 19e siècle, et même à certains égards jusque dans les années 70. Vous reprenez aujourd'hui un certain nombre de déclarations de Georges Marchais, qui n'est pas un théoricien politique, mais qui en était un acteur. En 1981, Georges Marchais nous dit « Nous mettrons fin à l'immigration légale et illégale ». Voilà. En 1981, c'était pas, certes je n'étais pas né, mais il n'y a pas si longtemps que cela. Et puis j'amalgame ce parcours, disons, historique et conceptuel à mon propre parcours. Alors moi, évidemment, je suis bien plus jeune que le 19e siècle, mais je viens par mon histoire familiale, par l'histoire de mes parents, par le substrat culturel et politique qui m'a été offert, expliquer cela parce que non pas par égotisme ou par volonté narcissique, mais vraiment pour expliquer ce en quoi est-ce que c'était finalement un parcours un peu ordinaire d'une gauche populaire, provinciale, enracinée, et en quoi est-ce que, eh bien, de cet héritage-là, de ce legs, parce que bien souvent, et c'est le cas pour tout le monde, on est l'héritier de quelque chose qui nous dépasse très largement. Enfin, ce serait extrêmement présomptueux que de penser qu'on est seulement le fruit d'une raison pure, comme ça, à compter de nos 15 ans, on se fait une conscience politique et puis on est parfaitement libre, délié de nos ancêtres. Moi, je pense pas cela, je pense tout le contraire. Et donc, c'est pour ça que j'en passe par ce chemin aussi personnel. Donc voilà, c'est vraiment la bobine d'un fil qui est tirée de l'histoire de la gauche, et j'ai appelé cela « libérer la gauche » parce que j'entends bien libérer la gauche de ses démons contemporains. Pas pour devenir de droite. Encore que si jamais le bon sens ou la raison était de droite sur un sujet, j'aurais pas de mal à le dire, et je le fais d'ailleurs. Mais la droite elle-même a varié. Le grand idéal de droite, il a varié à mesure que l'idéal de gauche a évolué. Ce sont des notions qui ont été mouvantes. Si on revient à l'ADN de la droite il y a un siècle, difficile de voir ce qui la rapproche d'aujourd'hui. Par exemple, le général de Gaulle était-il un homme de droite ? Compliqué comme question, ça peut paraître comme ça évident. Bah oui, de Gaulle était de droite. Non, d'abord il avait des ministres socialistes, il a mis en place un certain nombre de politiques sociales et d'acquis sociaux très importants.
Il avait ces mots que j'aime beaucoup citer, une fameuse vidéo où il explique, il dit, voilà, c'est pas la gauche, la France, c'est pas la droite non plus. Puis il explique cette grande réconciliation subtile du peuple français, qui est aussi une des thèses du livre. Donc, non, c'est pas un livre de Zemmourien. Et puis, disons que les différences que j'ai avec Éric Zemmour sont légion. Il nous faudrait toute une émission pour les détailler. Mais en tout cas, c'est un livre d'homme de gauche qui ne reconnaît plus sa gauche, oui. Alors on y reviendra justement sur effectivement cette évolution personnelle et politique, mais avant cela, on a appris juste avant le tournage de cette émission que des enfants avaient été attaqués au couteau par un homme, un réfugié demandeur d'asile syrien, dans un parc à Annecy. C'est l'horreur absolue quand on voit les images. Quelle a été votre réaction devant ces images ? C'était d'abord un choc immense, c'est très difficile à commenter. Vous avez les images qui vous parviennent en direct, il y a des vidéos qui ont circulé via les réseaux sociaux, dont on a pris le parti de ne pas les montrer à l'antenne. J'étais en édition spéciale sur une chaîne de télévision, dont on ne peut pas les montrer de fait parce que c'est trop violent, c'est trop cru. C'est la barbarie. La barbarie avait un visage aujourd'hui, quoi, le visage de cet individu qui effectivement a été en Suède pendant un certain nombre d'années, 10 ans, il est arrivé en 2013, c'était la guerre en Syrie, et qui a fait une demande de droit d'asile en France, qui a priori n'a pas abouti. Alors je prends beaucoup de précautions parce que l'enquête est en cours, et à l'heure à laquelle on se parle maintenant, il va y avoir encore beaucoup d'évolutions judiciaires à cela. Je pense que les choses doivent se découper en certains temps. Il faut commencer d'abord par un hommage, évidemment, par une forte compassion, une profonde compassion pour les victimes, pour les familles des victimes. C'est absolument dramatique quand on vous dit que des enfants de quelques mois, des nourrissons ou des enfants de 3 ans ont été poignardés par un individu errant muni d'un couteau. Si vous voulez, vous apprenez ça le matin, vous êtes pris d'une profonde émotion qui vous noue la gorge, et puis après vous êtes pris de la colère. Moi je suis pris de la colère, parce que c'est tout de même symptomatique de quelque chose d'extrêmement grave, de problèmes qui gangrènent l'Europe, pas que la France, l'Europe, et même peut-être à certains égards l'Occident. Principal problème, celui de notre gestion migratoire, la gestion de nos flux migratoires. Comment mener, et c'est aussi un des objets de mon travail. Oui, vous l'évoquez comme étant quelque part ce qui vous a fait quitter cette gauche que voilà, vous aimiez quand vous étiez plus jeune, et qui fait partie aussi des éléments qui vous ont désillusionné. En fait, on y reviendra, mais il y a aussi un timing assez dingue quand on y pense, puisque hier, souvenez-vous, Le Parisien fait une une sur les abayas, un sujet qui fait polémique en ce moment, et la députée Mathilde Panot s'exprime en expliquant que c'est une honte, que c'est une une islamophobe, mettant de fait quand même une cible dans le dos des journalistes. Est-ce que finalement il y a aussi une gauche qui s'est dévoyée dans cette volonté d'accueillir tout le monde? Souvenez-vous également Sandrine Rousseau qui a parlé d'accueillir des talibans. La gauche doit être très gênée, en tout cas la NUPES ce matin en voyant cette attaque. Écoutez, je ne sais pas quel est l'état d'esprit de la NUPES. Toujours est-il que j'espère, et je vous avoue que je crois espérer vainement, qu'il y ait une prise de conscience. Mais je pense que la prise de conscience face aux défis migratoires et aux défis de l'islam politique en Europe ne viendra pas des élites politiques de la NUPES ou de la France Insoumise. Ces gens-là ont, depuis fort longtemps, les élites de la France Insoumise, je peux peut-être mettre une petite exception sur François Ruffin, on y reviendra, mais en tout cas, à la France Insoumise, dans l'immense, quand même quelques personnes qui m'intéressent, mais dans l'immense majorité de la France Insoumise, le personnel politique de ce parti a embrassé les pires thèses islamo-gauchistes contemporaines, dans une espèce de, comment dirais-je, de déni du réel, qui confine à une forme de folie intellectuelle. Ce sont des gens qui ne voient pas ce qui se passe. Nous avons eu des dizaines d'attentats sur notre sol, nous avons près de 300 personnes qui ont été tuées par l'islam politique. Ces gens ont toujours un mal fou à admettre que c'est l'islam politique qui a tué. Donc c'est silence radio. Et ce déni-là, il est extrêmement profond et il est, vous le rappeliez justement, à l'origine de ma rupture intellectuelle avec cette gauche-là. Je ne dis pas que c'est la seule gauche, il y a d'autres gauches. Mais en tout cas, la gauche qui aujourd'hui fait le plus parler d'elle, et d'ailleurs c'est leur stratégie, à savoir, vous citiez Madame Rousseau, à savoir Jean-Luc Mélenchon, qui d'ailleurs, je le dis dans le livre, a beaucoup évolué sur ces sujets-là, puisqu'il racontait il y a quelque temps que les femmes qui mettaient un voile s'auto-stigmatisaient. Il faut croire qu'il a bien changé, Jean-Luc Mélenchon, notamment sous le contrôle des hygiénistes, d'ailleurs de Ouria Boutelja et tous ces gens-là. Donc, il y a eu un mouvement très important d'une gauche qui jadis
était soucieuse de la laïcité, soucieuse du patriotisme. Je prends des mots de Jaurès dans le livre, où Jaurès nous parle de l'autonomie des nations, des génies nationaux, c'est entre guillemets. Dans une lettre aux Marseillais en 1893, il nous fait l'éloge de la patrie. Il faut reprendre aussi les racines de la gauche. C'est tout ce travail que je fais. Quand vous regardez aujourd'hui les déclarations des insoumis face au chaos de l'islam politique, ça devrait être l'antéchrist pour la gauche. Ça devrait être l'antithèse de ce en quoi nous croyons. Les valeurs de protection des droits des femmes, des minorités sexuelles. Ça s'oppose totalement à l'islam politique. Il y a un électorat à se faire, en fait, c'est ça. Oui, mais ça, vous pointez là le sujet du cynisme en politique, et notamment de celui de Jean-Luc Mélenchon. Je pense qu'il y a une mélange d'opportunisme et de cynisme dans sa démarche de déport des sujets purement sociaux, écologiques, sur lesquels moi je le rejoins à bien des égards. Sur la planification écologique, je suis plutôt un mélenchoniste. Sur la question des hausses de salaire et des minima sociaux, je suis plutôt d'accord avec lui. Mais lorsqu'il déporte son discours sur les sujets effectivement de l'islam, de la lutte contre la prétendue islamophobie, et qu'il s'enfonce les deux pieds en avant, si vous voulez, vers le piège qui est tendu par les frères musulmans qui, eux, tentent d'utiliser ce terme d'islamophobie pour cliver la société française, je me dis non, Jean-Luc Mélenchon et ses amis jouent contre leur camp, jouent contre la France, jouent contre la gauche. Et c'est ça qu'il convient, je crois, de dénoncer aujourd'hui. Et ça, c'est une autopsie que vous faites de la gauche d'aujourd'hui, de ce qu'elle est devenue, et on vous sent très nostalgique d'une gauche dans laquelle vous avez grandi, dans laquelle vous êtes né, et vous parlez de cette gauche populaire, je vous cite, qui traçait un horizon avec les penseurs du 19e, et vous parlez du grand soir. Et vous dites que le grand soir, c'est ce moment immense où viendra enfin l'égalité des hommes, de la justice et de la solidarité. Mais je voudrais vraiment comprendre, parce que de manière assez utopique, on parle souvent de ce grand soir. Il y aurait le grand soir, et puis les jours heureux, c'est ça. Quel serait ce grand soir ? Si vous voulez, il y a une phrase de Jaurès que j'aime beaucoup dans un discours à la jeunesse, c'est aller à l'idéal en passant par le réel. Moi, c'est ma définition aussi de la gauche et de l'idéal. Et c'est-à-dire que la conquête d'un idéal au plan intellectuel, au plan spirituel, au plan philosophique, mais si on ne guide pas une société autour d'un idéal, autour de quoi la guide-t-on ? Comme aujourd'hui avec la mondialisation, autour de l'individualisme, autour du profit, autour de l'homo economicus rationnel qui vise à gagner de l'argent, à l'American way of life, comme on dit, c'est-à-dire le mode de vie américain avec son confort financier, matériel. C'est ça l'idéal de tout un peuple qui est proposé par la mondialisation. Donc moi, je le refuse. Et moi, mon idéal, il se place effectivement dans l'idée de l'égalité entre les citoyens, de la conquête sociale, de faire reculer la misère, c'est tout cela. Et cet idéal s'insère extrêmement bien aussi dans un autre idéal qui est aussi une des thèses du livre, qui est la deuxième jambe sur laquelle je marche intellectuellement, si je puis dire, qui est le gaullisme, qui est de dire l'autre idéal, c'est la France. C'est l'affirmation patriotique. C'est par-delà cette question sociale et cette question de l'égalité des citoyens, c'est aussi la question de la France, de la protection de notre patrie, de la sauvegarde de nos frontières, de la sauvegarde de notre culture, de notre mode de vie. Et c'est pas des gros mots. Et fut un temps, d'ailleurs, la gauche le défendait aussi. Et je crois en une sorte d'union sacrée là-dessus, de la part d'une droite, disons, d'un gaullisme social, catholique, ancré dans les territoires, avec une gauche patriote, populaire et enracinée. Et je pense que cette conjonction des deux, malheureusement, je le déplore, elle n'existe plus depuis l'arrivée au pouvoir de Giscard d'Estaing et la fin de l'hégémonie du gaullisme sur la vie politique française. Elle n'est jamais revenue, et moi je ne renonce pas. Alors on va peut-être dire, mais il est optimiste un peu, Paul Melun. Ben oui, je crois qu'à certains égards je le suis. Voilà. Et pour autant je constate le déclin. Des ambitions politiques, certainement, on y reviendra. Sur la nostalgie aussi et ces souvenirs d'enfance que vous nous racontez, vous dites quand vous revenez dans le quartier de votre enfance à Bordeaux, vous ne reconnaissez plus les lieux. Vous parlez de un curieux ballet d'hommes métrosexuels juchés sur leur trottinette, des jeunes gens issus de l'immigration. Vous parlez des cheveux bleus, des woke, voilà, de toutes ces personnes. Et je mets ça un peu en parallèle de cette enfance où vous parlez de vos grands-mères, Yvonne et Suzanne. Voilà, on est bercé, on traverse un chemin, en tout cas, d'une France, effectivement, qui a disparu avec votre livre, et c'est assez touchant. Mais est-ce qu'au fond, avec cette description que vous faites, et je disais qu'on avait l'impression d'être face à un livre de droite, est-ce que vous n'êtes pas un peu réac? Réac, conservateur peut-être, oui. Vous voyez, il y a peut-être un mot que je reprendrai. Conservateur de gauche. Oui, je pense que la conservation n'est pas un gros mot. Moi, j'ai une acception de l'idée de conserver un peu à la Peggy, si vous voulez. Et je crois qu'on peut avoir la volonté vous savez, moi, je suis un passionné de patrimoine et d'écologie.
dans cette perspective-là, je me place comme un conservateur. Je veux conserver notre environnement, je veux conserver nos forêts, nos rivières, leur beauté, je veux qu'il y ait des haies pour que les oiseaux aillent nidifier. C'est une logique de conservation, c'est absolument cela. Conserver les églises. Vous savez, je parle beaucoup de l'espoir rural dans mon livre. Une petite chapelle, une petite église du Xe siècle qui est dans mon village, prolonge la colline, prolonge la voûte de la colline. Vous descendez par le chemin herbeux, vous voyez cette église au bout, on l'appelle l'église sans village, et nous, parce qu'autour, ce serait un village qui aurait été décimé par la peste il y a fort longtemps, selon la légende. Vous avez un mégalithe de moins 5000 avant Jésus-Christ derrière vous, et là, vous avez la France. C'est extraordinaire, c'est immense. Donc ça, c'est peut-être un élan de conservation. Mais je vois pas en quoi cela s'oppose à l'idéal de gauche et au grand soir dont nous parlions tout à l'heure. Pour moi, c'est parfaitement compatible. Si quelqu'un de la nouvelle gauche veut me démontrer qu'il y a une incompatibilité de fait entre le patriotisme, l'amour de la France que je viens de décrire, et l'idéal de gauche, d'égalité, de citoyenneté, etc. Non, je vois pas, je vois pas d'inégalité. Et c'est vrai que le néo-progressisme et l'idée aussi un peu post-nationale de cette gauche quelque peu nihiliste oublie totalement cette dimension-là du monde et de la France, et ce qui est absolument tragique pour elle-même. On vous retrouve un peu plus tard dans le livre en 2012, vous êtes adolescent à Bordeaux et vous avez une idole, Jean-Luc Mélenchon. À cette époque, vous étiez anti-sarkozyste aussi, vous parlez de la réforme des retraites de l'époque. Vous avez quand même un mot pour Marine Le Pen en disant qu'il faut reconnaître objectivement qu'il y avait quelques liens communs avec Jean-Luc Mélenchon, peut-être encore aujourd'hui, vous nous le direz. Quelle est aujourd'hui votre opinion de Jean-Luc Mélenchon? Est-ce qu'il y a plus un seul trait commun entre vous? Est-ce que vous verriez encore potentiellement le soutenir ou quelqu'un d'autre de la NUPES pour 2027? Alors, moi, malheureusement, j'avais pas le droit de vote en 2012. J'étais un peu jeune, c'était quelques mois après. Mais je vous avoue qu'entre Jean-Luc Mélenchon et Hollande, à l'époque, moi, j'aurais voté pour Jean-Luc Mélenchon. Avec mon ami Maxime, qui était un copain de classe, on était partis au meeting du Front de Gauche, qui était dans une salle qui s'appelait la Médoquine, qui était à côté de Bordeaux. Puis on était venus agiter nos drapeaux au premier rang. On avait vu Mélenchon, qui déployait là une faconde extraordinaire, qui était un homme pétri de culture, qui nous parlait sans note de Victor Hugo, qui nous parlait de toutes sortes de choses extraordinaires, qui nous exaltait sur les sujets de l'écologie, qui était un des seuls à parler de la mer et des océans. Enfin, moi, c'était quelque chose qui m'intéressait, de par sa profondeur historique, sa fidélité à un idéal de gauche. Il avait des accents souverainistes aussi. Et vous le qualifiez aujourd'hui de vautour quasiment électoraliste. En tout cas, cette déchirure en fait entre vous. C'est-à-dire que le Mélenchon de 2012, qui mène cette campagne relativement exemplaire, va progressivement évoluer. Moi, je pense qu'un des coups qu'il a pris, d'ailleurs, pour lui-même, c'est aussi sa défaite à Hénin-Beaumont. Souvenez-vous que après sa campagne présidentielle, où il est défait, où son score est bien moindre par rapport à ce qu'il laisse compter, il dit la fleur au fusil, je pars à Hénin-Beaumont affronter Madame Le Pen. Et là, moi, j'ai dit, il va faire un bon score, et puis au second tour, ce sera lui contre Madame Le Pen. Que nenni! Il s'est retrouvé derrière le candidat socialiste, qui a fini par gagner dans une victoire à la Pyrrhus face à Madame Le Pen, qui, elle, était déjà installée. Et là, j'ai réalisé quelque chose, j'ai dit, il y a un basculement qui s'opère. Les gens ne voulaient pas, à Hénin-Beaumont, du récit de Jean-Luc Mélenchon. Premier élément. Puis progressivement, quand j'ai vu le mélenchonisme évoluer, notamment, disons, dans les courtisans, dans le premier cercle de Jean-Luc Mélenchon, dont sa vision de la démocratie interne, qu'il faut quand même rappeler, qui est très importante. L'homme de la 6e République gère son parti de façon clanique, pyramidale. Comment faire confiance à un homme, moi je suis très soucieux du référendum d'initiative citoyenne, de la démocratie, de la souveraineté populaire. Comment faire confiance à un homme qui prône cela en public, mais qui ne l'applique pas à son propre parti? Regardez l'affaire Quatennens. Lorsqu'Adrien Quatennens est mis en cause, il le défend, il le protège, et Quatennens ne doit sa survie qu'à l'onction suprême du chef. Donc, si vous voulez, c'est d'un autre temps. Et ça ne correspond pas du tout à la vision que Jean-Luc Mélenchon a de la démocratie interne. Donc, rupture sur la démocratie. Rupture, bien sûr, sur ce qu'on appelle, peut-être est-ce un abus de langage, mais il faut quand même le définir, sur le wokisme. Sur son rapport à la gauche nord-américaine, aux valeurs qui sont véhiculées, décolonialisme, néo-féminisme, antiracisme à la sauce Black Lives Matter, etc.
Sur tous ces sujets-là, le Jean-Luc Mélenchon, premier secrétaire de l'Essonne, du parti de l'Essonne ou sénateur, est bien loin du Jean-Luc Mélenchon nouveau cru, si je puis m'exprimer ainsi. Sur le wokisme, justement, vous dites, vous écrivez l'avoir quasiment découvert lorsque vous avez intégré l'UNEF à Sciences Po, quand vous marchez dans les couloirs, voilà, et vous voyez tout ça. Vous avez été, oui, vous avez découvert les premiers pas du wokisme en France, en fait, c'est ça, et vous l'avez vu s'accentuer. Oui, d'autant plus que dans mon identité de jeune homme de gauche, par ma famille, par mes lectures, etc. J'avais jamais entendu parler de ce truc du wokisme. Je ne savais pas que ça existait. En tant que blond, à la peau blanche, aux yeux bleus, vous aviez, je crois, quelques bisbilles avec des féministes. Oui, disons que j'étais pas éligible à défendre les. D'ailleurs, ça m'arrange bien parce que je voulais pas les défendre. Enfin, vous à défendre les théories woke. Oui, ça c'est sûr, et surtout à l'UNEF d'ailleurs. Mais en tout cas, effectivement, moi j'ai découvert ce qu'était le wokisme au contact des woke. Mais eux-mêmes étaient, si vous voulez, nouveaux dans mon environnement intellectuel, puisque dans mes lectures, dans ma famille, je parle de la bande dessinée Rahan dans le livre. Rahan était une sorte de héros viril, blond, musclé, un Gaulois, quoi. Enfin, c'était drôle. Et c'était l'idole de la jeunesse de gauche jusque dans les années 80. C'était vendu avec l'Humanité Dimanche. Donc, Madame Rousseau, aujourd'hui, elle pèterait les plombs. Oui, Spartacus, le Spartacus même de Kubrick, même campé par Kirk Douglas. Donc, tous ces totems-là, absolument rien à voir avec le wokisme de la gauche contemporaine. Donc moi, effectivement, entrant à l'UNEF naïvement, moi j'organisais ma bourse aux livres pour que les étudiants défavorisés ils puissent avoir accès aux livres. Pour moi, diffuser le livre, c'est plus intéressant que brûler les livres ou les fiches en l'air comme ils ont fait les woke avec les livres de François Hollande par exemple à Lille. Donc pour moi, c'était ça la gauche, c'était pas ficher les livres en l'air, interdire des conférences, faire l'apologie du hijab à l'université et autres sottises. C'est pas ça la gauche. Et ben j'ai découvert que la nouvelle gauche en tout cas, elle était ça. Alors bon, moi à l'UNEF, ce qui est bien, c'est que j'étais président de l'UNEF à Sciences Po Bordeaux, on était un petit collectif qui fonctionnait plutôt bien, qui fonctionnait un peu en marge de l'UNEF nationale. Il se trouve que l'UNEF nationalement était déjà une grosse machine un peu stalinienne et que il fallait pas trop que les territoires ouvrent leur bouche parce que sinon ils risquaient moult remontrances, voire menaces de tout ordre. Donc il fallait tout de même être vigilant. Donc j'ai découvert la bureaucratie syndicale, j'ai découvert la verticalité du pouvoir, je raconte ça dans le livre, j'ai découvert le wokisme, donc autrement dit beaucoup de choses qui m'ont dégoûté de l'engagement partisan à gauche. Et c'est comme ça que j'en suis venu après à me mettre en retrait et à dire bon bah ces gens-là avanceront, ils avanceront sans moi. Et non seulement je vais les quitter, mais en plus je vais dénoncer les pratiques qui sont légion en expliquant que ce n'est pas ça ma gauche. Et pour autant, il y a quand même eu quelques personnages en 2016, 2017 et maintenant en 2022 qui ont su quand même attirer votre attention à gauche, notamment Fabien Roussel, même si vous dites ne pas être en accord avec toutes ses idées, et un autre, Arnaud Montebourg, qui semble avoir donné encore une petite touche d'espoir pour vous. Et vous dites, il aurait fait une bien meilleure campagne qu'Anne Hidalgo. Et au fond, sur Anne Hidalgo, on se demande, vous dites quelques raisons pour lesquelles elle a été choisie, qu'il y a une forme de cooptation, une forme de parisanisme aussi au sein des instances du PS. Est-ce que c'était de toute façon voué à l'échec cette campagne présidentielle pour le PS? La campagne d'Anne Hidalgo, elle a été plus que chaotique. Le problème, c'est que le Parti socialiste n'a pas créé le logiciel, en fait. Il y a une marche qui n'a pas été franchie, c'est quelque chose qu'a dit Hollande qui était assez juste, François Hollande. Il a expliqué que la gauche n'avait pas travaillé pendant 5 ans à l'approche de la présidentielle. Et il avait raison. C'est-à-dire que le logiciel intellectuel d'une gauche dite de gouvernement ou d'une gauche social-démocrate aurait pu, et ça a été le cas par exemple de Madame Frederiksen, la première ministre danoise, donc des sociodémocrates danois, innover, créer son axiome idéologique qui ne serait ni la gauche américaine, ni la gauche woke, ni la gauche social-démocrate un peu molle telle qu'elle a été au pouvoir et qu'elle a été mise en déroute. Donc ça aurait pu être ça, ça aurait pu être de dire bon on met une ambition, on essaie de répondre aux enjeux des Français. Moi, je pouvais leur donner un document qui est très bien, c'est l'enquête du Cevipof avec Sciences Po. Vous avez ce que veulent les Français, vous comprenez vers où se dirige notre pays intellectuellement et vous essayez de traduire cela en politique. Au Danemark, par exemple, ce que l'on qualifie d'extrême droite, là-bas, pèse 2 ou 3%. Les sociodémocrates sont au pouvoir. Mais alors avec une politique migratoire qui est d'une fermeté extraordinaire, tout en respectant un certain nombre de valeurs humanistes, tout en sanctuarisant la Convention de Genève et le droit d'asile, etc., etc. Tout ça a été possible. Donc moi, dans les rares fois
où j'ai eu à travailler sur ces sujets-là. Je me rappelle un jour une rencontre avec François Hollande dans ses bureaux d'ancien président rue de Rivoli. Je lui ai dit expressément, je lui ai dit, moi je pense qu'il faut si vous voulez un jour revenir aux affaires, qu'il faudra à mon avis rompre avec 2 sujets, la vision européenne béate de l'Union européenne à la von der Leyen, et puis remettre en place des mécaniques de souveraineté, notamment sur les sujets régaliens et notamment sur l'immigration. Bon, François Hollande à l'époque avait opiné du chef, mais voilà. Vous incluez François Hollande dans cette forme de dynastie que vous décrivez, de Valéry Giscard d'Estaing. J'appelle les présidents mondialistes. Voilà, et qui ont détricoté au fur et à mesure, notamment sur l'industrie, la France. Et c'est peut-être ça aussi qui vous a donné espoir avec Arnaud Montebourg sur les questions d'industrie. Ah oui, oui. Moi, c'est un sujet qui est parmi les sujets qui me semblent fondamentaux. Il y a effectivement le sujet de l'industrie et de notre outil industriel, notre production. Il y a le sujet de l'écologie et de l'environnement, qui est un sujet très important pour moi, mais pas dans la même exception. Parce que certains défendent plutôt la décroissance et... Ah oui, oui, mais ça, absolument. Mais moi, je pense que les écolos, ce que j'appelle moi les écolos urbains, qui aujourd'hui président aux destinées de l'écologie politique, se trompent totalement. Et que c'est pas par le tri sélectif ou les pistes cyclables non genrées qu'on va sauver la planète. C'est en réfléchissant à la démographie dans le monde, au commerce mondial et au flux de cargos, d'avions, de porte-conteneurs qui croisent dans les mers entières. Vous voyez, c'est ça les grands sujets. Le sujet également de l'énergie. Quelle énergie pour demain? Quelle place octroyer au nucléaire? Là, il est question d'extraire du lithium dans le nord-est de la France. Est-ce qu'on le fait en France ou est-ce qu'on le fait au Chili et qu'on assèche le désert d'Atacama? Et tous ces sujets-là, c'est une ambition immense, l'écologie. Vous savez, pour unir un pays, il faut des grands projets. Regardez la France à la fin du 19e siècle, ou même au début du 20e siècle, la belle époque. Mais on allait vers l'exposition universelle. 1889, c'est la date de la Tour Eiffel. On avance, c'est Gustave Eiffel, c'est tout ce génie créatif et d'innovation qui manque d'ailleurs, je pourrais faire la critique du camp conservateur, qui manque à certains égards d'ambition au camp conservateur, au camp national, qui est vraiment de dire, emmenons la France dans une dynamique. Et pour l'emmener dans cette dynamique, il faut marcher sur un second pied, qui est un pied d'ordre et qui est un pied régalien, dans le respect de nos valeurs, dans le respect de notre tradition. On peut tout faire dans le cadre de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et du préambule de 46, il n'y a aucun problème. Donc à tous les amis qui penseraient que réguler les flux migratoires d'une façon importante ou faire de la sécurité, ce serait flirter avec les thèses du Troisième Reich. Pas du tout, on peut faire tout ça, calmez-vous, ça va bien se passer. Tout ça pourra se faire dans le cadre de l'état de droit, il n'y a aucun problème, on peut faire les choses proprement. Donc il faut le faire et il faut marcher sur ces 2 pieds, une certaine fermeté régalienne qui permette de mettre de l'ordre dans le pays et une ambition pour emmener la société. Quand Jean-Luc Mélenchon, par exemple, va parler aux jeunes de banlieue, il a raison de le faire. Pourquoi faudrait-il ne pas leur parler? Mais pas à la façon Mélenchon. On ne parle pas aux jeunes gens qui sont issus de l'immigration en leur disant la police tue, l'État est raciste, les Français sont islamophobes. En gros, l'étape après, c'est quoi? C'est leur dire faites-vous justice face à ça. C'est absurde. Il faut aller les voir et puis il faut dire non. Alors, si vous avez envie de faire avec ce pays, de travailler, d'avancer, vous y avez toute votre place, à condition que vous travailliez, que vous investissiez. L'ascenseur social, il marche peut-être pas bien, on va faire en sorte qu'il marche mieux. Moi, j'ai été dans toute ma scolarité dans le public, j'étais étudiant boursier. En France, il faut faire une place à ceux qui ne sont pas nés dans les beaux quartiers à Paris, etc. et n'ont pas été dans les grandes prépas. Donc c'est tout ce projet de société qu'il faut faire, tout en étant intraitable avec ceux qui seraient des délinquants. Si vous commettez des actes de délinquance, on sera ferme et il n'y aura pas de discussion. Et ce programme-là, ce projet de société, me paraît parfaitement de gauche. Alors, quand on vous écoute, quand on vous lit, il y a quand même un personnage qui me semble absent, mais sans l'être. Une personne qui vient un petit peu, j'ai l'impression quand même, finalement, rassembler toutes ces idées et ces opinions, et Michel Onfray, aujourd'hui, en parle également, c'est Marine Le Pen. Et je me demande aujourd'hui quelle est votre différence avec les propositions du Rassemblement National aujourd'hui, quelle est votre position sur Marine Le Pen. Vous en parlez sans jamais être très très clair sur votre avis sur elle. Est-ce que aujourd'hui vous verriez, dans une forme intellectuelle ou politique, travailler avec elle, ou en tout cas réfléchir à un avenir commun avec le RN? Est-ce que finalement c'est pas Marine Le Pen qui pourrait libérer la gauche? Je suis pas sûr même qu'elle ait cette ambition. Je crois qu'elle essaie, en tout cas, je veux pas faire l'exégèse de son propos, mais je pense qu'elle essaie de s'extraire du clivage gauche-droite. A priori, en tout cas, c'est ce qu'elle prétend. Moi, j'ai toujours eu des réticences avec le Front National, jadis, puis avec le Rassemblement National, parce que je suis quelqu'un qui m'intéresse beaucoup, peut-être même un peu trop, à l'ADN, à l'histoire fondamentale des mouvements. Il y a eu ces propos polémiques d'Elisabeth Borne qui a assimilé, je crois, Marine Le Pen à Pétain ou que sais-je. Bon,
Ça, c'est totalement stupide. Marine Le Pen n'est pas Pétain, et je pense même qu'elle n'est pas d'extrême droite pour être France. Ça avait été dit d'ailleurs, oui, vous l'expliquez fort justement. Voilà, ça avait été dit, je crois, par Marcel Gauchet et par Michel Onfray. Je pense qu'ils ont tous deux raison. Il faudrait me prouver ce qui, dans son programme ou sa vision du monde, est d'extrême droite. En revanche, on peut légitimement dire que l'histoire du Rassemblement national, donc du Front national, a été faite effectivement avec des personnes qui ont été à Vichy, avec des personnes qui ont été à l'OAS, avec des gens qui étaient anti-gaullistes. Donc ce qui est vrai, c'est que quand votre parti a dans son ADN l'anti-gaullisme, aujourd'hui être gaulliste, on peut comprendre légitimement, et Marine Le Pen doit pouvoir s'en expliquer, elle peut faire la généalogie de son propre parti. Et si on fait la généalogie de tous les partis politiques, il y a des choses pas claires un peu partout. Mitterrand et la Francisque, le PCF qui prenait ses ordres à Moscou, enfin bon, on peut aller très loin et pour à peu près tout le monde. Donc je fais pas ce procès-là à Marine Le Pen. En revanche, le Rassemblement national aurait tort d'occulter sa propre histoire. Qu'elle dise, moi écoutez, je n'ai rien à voir avec Ordre Nouveau, l'OAS et toutes ces choses-là. Il y a une rupture, elle a été faite, d'ailleurs son père dans ses mémoires l'écrit, il écrit qu'elle a été en rupture avec lui, par conséquent, moi j'assimile pas Marine Le Pen à son père. Donc il y a cette rupture. Quant au programme du Rassemblement national, aujourd'hui, c'est très difficile parce que lui aussi il a beaucoup évolué. Faut pas oublier que dans les années 80-90, ces gens étaient pro-Reagan, pro-Thatcher. Il faut pas oublier qu'après, Madame Le Pen a été pour le Frexit avec Florent Philippot, puis que maintenant elle l'est plus. Donc moi j'ai besoin d'un axiome idéologique clair. Vous avez aujourd'hui les mêmes ambitions localistes, écologistes, anti-immigration, anti-islamistes. Vous avez ces mêmes valeurs communes. J'attends Marine Le Pen sur un certain nombre de sujets. Vous savez, j'avais observé très finement le débat présidentiel entre elle et Emmanuel Macron. Notamment sur la question du numérique, par exemple. Il y a une multitude de sujets. Quand on les prend un à un. Sur le numérique, M. Macron l'interpelle. Et elle n'est pas capable de répondre sur le sujet du numérique. Pour autant, c'est extrêmement important de mener une stratégie numérique en France ou une souveraineté numérique française ou en Europe. Par ailleurs, la préoccupation principale des Français. Bien sûr, non, mais je cite le numérique. Je pourrais citer la culture. Quelle est la politique culturelle du Rassemblement national aujourd'hui? Vous parliez de l'écologie. Bon, j'ai entendu que Jordan Bardella récemment réfléchissait à la question, il a raison. Mais enfin, il faut aussi une vraie politique écologique. Quelle est la politique écologique du RN? On peut parler un peu du localisme et ça, mais je veux pas que le RN tombe dans le même travers que Europe Écologie Les Verts, qui a une vision partielle de l'écologie. Donc ça, il faut le penser aussi, il faut le penser avec beaucoup de travail. Après, que Marine Le Pen soit venue sur les terrains progressivement d'ailleurs, de la gauche, moi, je ne vais pas lui reprocher. Toute personne qui vient sur les terrains de la gauche patriotique me paraît intéressant, ne serait-ce que pour le débat public. Je vous dirais la même chose, par exemple, sur Emmanuel Macron, qui commence à parler de décivilisation ou du lien entre immigration et délinquance. Il est le bienvenu aussi. En fait, toute personne qui... Moi, je ne suis pas un politique. Moi, je réfléchis par des idées à trouver les solutions, à essayer d'identifier les solutions pour le pays. Si sur mes solutions ou sur les solutions que je défends avec plusieurs de mes amis, vous citiez Michel Onfray, je pense qu'il y a beaucoup de solutions, vous le savez, c'est pas un secret, qu'on partage. Si des gens viennent sur nos solutions, que ce soit Fabien Roussel, que ce soit Marine Le Pen, que ce soit qui que ce soit, tant mieux. Venez tous sur les solutions. Après, on verra bien. Mais l'heure est tellement grave que toute personne qui peut venir aux solutions, eh bien, est intéressante dans le débat public. Après, moi, je suis pas engagé politiquement. Bon, moi, j'ai jamais voté pour Madame Le Pen, j'ai pas ma carte au Rassemblement national, ni chez Éric Zemmour, ni chez Fabien Roussel. Donc, je suis d'autant plus libre pour vous en parler. Et je tiens à conserver cette liberté de ton qui fait que, sur toutes les émissions, les tribunes, les livres dans lesquels je m'exprime en vertu de ce que je pense et j'ai pas à me positionner vis-à-vis de tel ou tel. Alors, justement, en parlant des solutions, j'allais venir en conclusion. Il faut bien une application politique de tout ça maintenant, Paul Melun. Les élections européennes approchent. Votre proche ami Michel Onfray a déclaré ne pas y aller. Vous êtes à la tête d'un mouvement souverain demain. Vous incarnez aussi, un laboratoire d'idées. Un laboratoire d'idées, mais qui défend en tout cas des convictions politiques que vous venez d'exprimer. Est-ce que vous imaginez faire de la politique concrètement, aller aux élections européennes? Est-ce que votre voix sera incarnée d'ici un an et peut-être d'ici 2027? Bon, je vais peut-être vous raconter quelque chose de tout à fait exclusif, une exclue, comme on dit dans votre métier. J'ai été contacté par plusieurs personnalités, par plusieurs partis, pour être candidat aux élections européennes. Voilà, j'en fais pas mystère. Plein de gens, très différents. Vous savez, la France est quand même un pays assez intéressant, et ça, je trouve, c'est plutôt quelque chose de positif, où quelqu'un qui écrit des livres, qui s'exprime sur la société, intéresse les élus.
intéresse des élus, des personnes qui sont aux responsabilités. Et donc on vous reçoit et puis on vous pose des questions, on vous donne des informations, on vous fait des propositions. Après, libre à chacun de les accepter ou de les refuser. Pour ma part, j'ai refusé les propositions d'où qu'elles viennent qui m'ont été faites. Et il y en a eu à gauche, il y en a eu à droite, il y en a eu au centre. Je les ai refusées. Parce que c'est pas le temps dans lequel je suis intellectuellement. Ou parce que vous irez vous-même en tête de liste de votre mouvement. On verra, mais en tout cas, en tête de liste de mon mouvement, pour le moment, Souverain Demain est un laboratoire d'idées, et moi, je me vis davantage comme une sorte de lobbyiste. Vous savez, il y a des lobbyistes à Bruxelles, il y a même plus de lobbyistes que de fonctionnaires européens. Je m'en désole, parce qu'en plus, c'est des lobbies avec lesquels je suis naturellement pas tout le temps, pas toujours d'accord, pas souvent d'accord. Et moi, je suis un lobbyiste de la France, de la souveraineté nationale, du patriotisme, de la gauche contemporaine ou plutôt ancienne. Voilà, je suis le lobbyiste de mes propres idées. Donc, c'est un confort extraordinaire. J'essaie d'irriguer la société avec mes idées, modestement, avec d'autres, on essaie de faire comme ça. Et chacun son rôle et chacun sa place. Moi, ma vocation en ce moment, c'est d'amener des choses dans le débat public sur une multitude de sujets, certains sujets dont on parle très peu. Quand on me sollicite sur les bassines à Sainte-Soline, ça, je peux parler de la politique de l'eau qui m'intéresserait. Quand on me parle des transports, je peux parler du ferroviaire de proximité. Quand on me parle d'immigration, je peux parler des demandes d'asile dans les consulats étrangers. Et comme ça, j'amène des idées. Si des politiques, et il y en a beaucoup, veulent me poser des questions, me recevoir ou me dire tiens, on pense à telle et telle chose, moi, de toute façon, l'ensemble du spectre politique, à l'exception de personnes, mais elles sont même pas sur le spectre politique, qui auraient des idées contraires à la Déclaration de l'homme et citoyen ou meurtrières ou dangereuses ou haineuses, je suis voltairien. Donc voilà, moi, je peux aller voir tout le monde. Dans le bon média là alors. Oui, je suis voltairien, donc me voilà quasiment chez moi. Bon, merci beaucoup, Paul Melun. Je rappelle le titre de votre quasiment autobiographie, Libérer la gauche, aux éditions du Cerf. Voilà, c'est un récit passionnant, on vous découvre un peu plus et on vous voit plein d'espoir pour la suite. Donc voilà, et puis vous faites partie d'une forme de gauche intellectuelle avec qui on peut discuter. Donc c'est un plaisir. Merci beaucoup. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. On atteint les 110 000 abonnés sur YouTube, peut-être bientôt les 150 000 grâce à vous. Continuez à nous soutenir. À très bientôt sur bvoltaire.fr.